vais me présenter. Donc, je suis Thomas Gesbert. J'ai évolué depuis une quinzaine d'années dans le domaine de la santé sur un profil vraiment administratif, du coup, dans le pilotage de l'activité, donc ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de vous partager un petit peu l'expérience que je peux avoir et que j'ai pu acquérir à travers ces années, que ce soit en centre de santé, dans différentes structures ou même dans le domaine hospitalier, et depuis presque 5 ans maintenant au sein du département des Yvelines. Hop, hop. Alors, j'ai structuré la présentation en trois grandes parties. Après l'introduction, du coup, on abordera à travers les notions de collecte et de qualité de la donnée, la gestion de la donnée qui va nous servir dans le pilotage de l'activité. Dans la deuxième partie, on abordera plutôt des méthodes d'analyse de données à travers quelques indicateurs clés, de quelle manière on les catégorise et également quels outils on utilise pour pouvoir manipuler un petit peu toutes ces données. Enfin, la troisième partie, ça sera vraiment un peu de la méthodologie sur la conception et l'utilisation de tableaux de bord. Voilà un petit peu les écueils à éviter, les principes de conception, en tout cas que je peux vous donner. En introduction, voilà, j'aimerais alors partager déjà l'importance que ont les données dans le pilotage de l'activité en santé. Elles ont un rôle central, notamment dans la prise de décision, car elles permettent plusieurs choses. Elles permettent une planification et une allocation des ressources. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir quantifier l'activité, le nombre de consultations, par exemple, les vaccins administrés, le dépistage réalisé, ou encore d'identifier des priorités en fonction des besoins sur des zones sous-desservies, par exemple, ou quand on souhaite cibler des populations à risque. La donnée elle va également permettre d'évaluer la performance. Alors, quand on parle de performance, c'est-à-dire de mesurer l'impact ou l'efficacité et la qualité des interventions qu'on peut avoir sur les populations à risque ou les publics cibles qu'on souhaite viser. La qualité un petit peu des politiques publiques qu'on souhaite mettre en place dans le domaine de la santé, ce qui nous intéresse. Et en fonction, du coup, d'adapter un petit peu les stratégies qu'on souhaite mettre en place à partir de ces données. Je voulais aussi aborder avec vous un petit peu une petite partie contextuelle par rapport à nous au département des Yvelines, sur quel type d'actes de santé on intervient. Alors, l'activité de santé au sein du département, elle est réglementaire, c'est-à-dire elle est inscrite dans la loi, dans le Code de la santé publique. Qui nous dit que le département des Yvelines doit intervenir pour assurer la protection sanitaire des mères et des enfants de moins de 6 ans. Elle doit également intervenir sur le champ de la santé affective, relationnelle et sexuelle et sur le domaine de la protection de l'enfance, donc tout ce qui est enfants et adolescents en danger ou en situation de vulnérabilité. Donc, à travers ces trois activités, on a des publics qui sont différents, avec des besoins différents, sur lesquels il doit y avoir du coup une adaptabilité, des indicateurs vraiment spécifiques sur ces activités et qui nécessitent des stratégies vraiment très spécifiques. Pour autant, même si on a des activités différentes, il y a quand même des points communs, notamment sur la sensibilité de ces données qu'on peut recueillir au niveau des patients, patientes, à travers les différents actes de soins qu'on peut réaliser sur eux. Voilà. L'objectif du coup de cette présentation sera de démontrer comment la gestion et l'analyse de données va permettre d'optimiser les pratiques et d'améliorer les résultats pour ces populations. Donc Thomas, juste pour redire, Oui, c'est que finalement, tu transmets aux équipes de terrain des tableaux oui. qui sont chargés de compléter au fur et à mesure de leur consultation. Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je transmets des tableaux. On va le voir, mais en fait, il y a plusieurs systèmes D'accord. d'information.
Je l'évoquerai après, mais effectivement, l'idée, c'est de se dire que de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi on collecte la donnée et auprès de qui, en fait. Et Ok. je vais l'évoquer vraiment juste après. Euh, Avant de commencer, en fait, à parler de collecte de données, vraiment de savoir quelles données on va aller chercher, il faut définir en fait le besoin, c'est-à-dire se poser vraiment les bonnes questions et de structurer un petit peu cette collecte d'informations. Dans quel objectif on va collecter la donnée, pour quel type d'activité, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer, à exposer, et pour qui, pour quel public, quel âge, quel genre, quel périmètre géographique. En fait, tout commence là, c'est-à-dire que si vous ne vous posez pas cette question dès le début, vous allez à partir un petit peu dans tous les sens, et ça va être compliqué de centrer et de construire des tableaux de bord qui soient clairs et qui servent à un vrai pilotage. Par exemple, je peux donner des exemples, mais sur la partie PMI, le type de données, ça va être sur de la consultation prénatale et postnatale, voilà, sur des publics précis, à savoir les femmes enceintes. Donc voilà, c'est en fonction du public qu'on souhaite cibler, on va se poser des questions différentes. Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, euh, moi, ce que j'utilise, c'est cet outil ce qui s'appelle un peu une cartographie des indicateurs. Ça permet un peu de poser à plat tout ce qu'on souhaite comme indicateur. Alors c'est un peu, on va dire, il y a beaucoup d'informations, on va dire. C'est pas forcément une cartographie ou à suivre à la lettre, c'est-à-dire qu'il y a des colonnes qui peuvent être retirées ou rajoutées en fonction des besoins de chacun. Là, c'est un exemple vraiment que moi j'utilise. Mais cette cartographie, elle a plusieurs intérêts, c'est-à-dire qu'elle va permettre de définir pour chaque indicateur une définition claire qui n'est pas soumise à interprétation en fonction des personnes qui vont lire l'intitulé de l'indicateur. Parce que pour un même indicateur, on peut avoir chacun une interprétation différente. De même, il peut y avoir dans chaque indicateur, enfin en tout cas à travers les différents indicateurs qu'on va avoir, une hétérogénéité des outils de collecte et des sources de données. C'est-à-dire c'est un peu ce que Marie-Odile posait comme question, c'est-à-dire que pour certains professionnels, on va leur demander eux-mêmes de remplir certains tableaux Excel pour comptabiliser leur activité. Pour d'autres, en fait, la donnée, elle s'alimente automatiquement dans le système d'information lors d'une consultation patient, par exemple. Lorsque le médecin va remplir le dossier médical, bah, ça va générer de la donnée de santé qui derrière pourra être requêté via un système d'information, un système de requêtage et sur Informatique. lequel, informatique et sur lequel on pourra s'appuyer pour faire des calculs, des analyses. Oui, je t'interromps du coup, Thomas. Ouais, C'est comme parfois, effectivement, on va nous demander des choses autour de la parité de la patiente, mais aussi, par exemple, le statut, les patientes qui sont non assurées sociales. tout à Donc, fait. effectivement, on aura un pourcentage de patientes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas d'ouverture de droits au niveau de la sécurité sociale. Et du coup, Exactement. qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Enfin, suite à ça, suite à ces indicateurs, Mm, on mm, pourra mettre en place des actions. tout à Donc, fait. c'est vrai que c'est important d'avoir aussi, comme tu dis, une carte, une image C'est du ça. Et puis ça territoire. nous permet de savoir aussi quelles données est possible d'avoir, enfin il est possible d'avoir ou pas, parce que des fois on souhaite avoir des choses, mais il n'est pas toujours possible de les avoir parce que soit la donnée n'est pas disponible dans le système d'information ou pas, elle n'a pas été collectée à l'instant où on en a besoin, ou tout simplement parce que bah, la réglementation nous empêche d'exploiter ces données. Alors ça, c'est un contexte vraiment très français. Je sais pas, je connais pas la réglementation au Sénégal, mais en France, il y a une réglementation assez forte sur la protection des données personnelles et particulièrement sur la donnée de santé. Donc on peut pas du tout faire ce qu'on veut avec ces données, même si on a certaines données dans le système d'information, on est soumis à la loi sur l'usage de ces données. Donc, notamment, il faut vraiment que les patients soient informés de manière très claire sur ce qu'on est autorisé ou pas à faire sur ces données. Il faut que le patient ait donné son autorisation claire et explicite sur l'utilisation de ces données. Et enfin, pourquoi une cartographie? Bah, comme je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est un outil de référence auquel les utilisateurs
les utilisateurs pardon, des tableaux de bord peuvent se référer quand ils ont un doute un peu sur la définition d'un des indicateurs ou de savoir où a été piochée la donnée, où a été, voilà, est-ce que c'est une donnée qui est mensuelle, annuelle, enfin voilà, il y a toutes ces choses qu'on peut mettre dans la cartographie. Et ça permet aussi dès à présent de réfléchir un petit peu à quelle représentation je veux en faire de cet indicateur. Est-ce que je veux une représentation graphique? Est-ce que juste un tableau, ça suffit? Est-ce que je le veux sur une tendance sur plusieurs années? Quel type de population je vais viser? Voilà, c'est vraiment toutes ces questions dès le début qu'il est important de se poser. Alors, les limites et enjeux sur cette collecte et qualité. Pour l'instant, on n'a pas parlé vraiment effectivement de la qualité de la donnée, mais en fait, c'est de là que tout part. C'est-à-dire que vous aurez beau vous poser toutes les questions que vous voulez, construire la cartographie, passer des heures dessus. Si à la base, il n'y a pas les personnes qui sont sur le terrain et qui saisissent de manière homogène et complète les données dans le système d'information ou dans le tableau Excel ou même sur un carnet papier, bah, en fait, vous ne pourrez rien en faire. C'est-à-dire toute l'analyse que vous pourrez en tirer, elle sera soit fausse, soit biaisée par le manque de données. Euh, Ça, c'est un des points les plus importants. Le deuxième point, c'est que ces outils de collecte, ils doivent être accessibles et partagés auprès des professionnels de santé, en tout cas des professionnels sur le terrain. On peut donner l'exemple effectivement de tableaux qu'on met en partage, nous, au sein de la direction santé, sur un réseau SharePoint en partage pour que chaque professionnel sur chaque territoire puisse remplir sur leur territoire les indicateurs qu'on souhaite centraliser à la direction santé. Et l'autre enjeu important, je l'ai évoqué juste avant, c'est la protection des données personnelles, à savoir respecter les exigences légales pour préserver la confidentialité des données. On comprend bien qu'ici, notamment sur des questions vraiment très sensibles que sont bah, les activités de santé sexuelle, notamment sur les interruptions volontaires de grossesse ou sur les infections sexuellement transmissibles, on ne peut pas faire de la donnée ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment très, 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 très réglementé et très, très cadré. Est-ce qu'il y a des questions déjà avant d'attaquer la deuxième partie? Il n'y a pas de main levée, mais il y a Pas peut-être de des main levée. questions, je ne sais pas. Quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je Non? trouve que ce qui est important, Thomas, c'est que la donnée, elle puisse être dire, facilement récoltable. Oui. Bah, Si l'idée, c'est c'est quelque chose, effectivement, ouais, voilà, que ce c'est soit ça. facile pour les professionnels de te répondre d'une certaine façon, de te donner les éléments que tu veux, que ce C'est soit pas ça. trop chronophage pour eux. Ouais. Bah, il faut pas que ce soit chronophage. Et il faut que la demande qui émane du central, elle soit claire parce que par expérience, je sais que si c'est pas clair, derrière, on peut déjà avoir des retours qui sont très hétérogènes et qui répondent pas forcément à la demande. Oui, Et du coup, ça fait perdre du temps à tout le monde, ça fait perdre du temps aux personnes qui centralisent les données et aux acteurs de terrain qui prennent du temps sur le temps en fait qu'elles pourraient passer en clinique. Parce que souvent, c'est des puères ou des sages-femmes, même si on a quelques agents administratifs, mais souvent, voilà, c'est des professionnels de santé qui remplissent derrière les tableaux de reporting. Donc voilà, c'est vraiment d'être très clair sur la demande et d'avoir des outils de recueil de la donnée qui soient compréhensibles par tout le monde. mm, Euh, donc sur la partie 2 et l'analyse des données, je voulais évoquer tout d'abord les différentes catégories d'indicateurs qu'on peut rencontrer que lorsqu'on pilote une activité. Alors là, c'est une activité de santé, mais pour n'importe quelle autre activité. J'ai relevé 6 catégories différentes que sont les indicateurs de producteurs de soins. Là, ça va être plutôt des indicateurs de mesure de volume et de nature de soins effectués. Par exemple, le nombre de consultations, tout simplement, ou voilà, le nombre d'actes, le nombre de patients qu'on va recevoir au sein de nos consultations.
Des indicateurs d'efficience qui sont assez importants aussi parce qu'ils vont permettre d'évaluer, de confronter l'utilisation des ressources qu'on met à disposition des patients par rapport à l'activité réelle qui en découle. C'est-à-dire par exemple, on va pouvoir mesurer un nombre de consultations réalisées sur un nombre d'heures de consultations offertes, entre guillemets, hein, donc proposées en tout cas à la population. Ou par exemple sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre comme l'occupation des locaux, qui peut devenir un sujet quand on n'a pas forcément beaucoup d'espace en termes de cabinet de consultation. La troisième catégorie, ce sont les indicateurs de santé publique. Ils vont évaluer plutôt l'état l'état global de santé d'une population ou l'impact d'une politique publique de santé. On peut évoquer par exemple le taux de mortalité infantile ou le taux de diabète gestationnel sur un périmètre donné. L'indicateur financier, c'est peut-être l'indicateur qui est le plus facile à comprendre, même si ces indicateurs-là, ils sont très très larges. Ça va permettre de mesurer les coûts associés aux soins. Donc on peut vraiment pousser assez loin ce type d'indicateur sur des coûts de traitement, sur des coûts de structure, sur le coût d'une activité de médecine générale, par exemple, ou autre, en fonction des dépenses qui sont réalisées, qui sont affectées à chacune de ces activités et des ressources mises à disposition pour chacune de ces activités. Donc là, on rentre vraiment sur du contrôle de gestion. Là, c'est vraiment poussé, quoi. Les indicateurs de soins en sixième, qui mesure un petit peu la facilité ou la difficulté pour les patients d'accéder aux services de santé. Donc, ça peut être des indicateurs du type densité de médecins généralistes sur un périmètre donné ou un indicateur. Alors, nous, on utilise un indicateur composite, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui agrège plusieurs autres indicateurs et qui permet de mesurer l'accès aux soins, qui s'appelle l'accessibilité potentielle localisée et qui va rendre un résultat sous forme de coefficient qui va du coup mesurer un accès aux soins plus ou moins difficile selon un territoire donné et selon une spécialité donnée. Et enfin, les dernières catégories d'indicateurs qui sont les indicateurs populationnels qui vont permettre de caractériser les populations que l'on souhaite toucher, comme la démographie, la socio-économie, des indicateurs de précarité. Alors, j'ai noté 3 méthodes d'analyse. C'est peut-être pas exhaustif, mais c'est les 3 moi auxquelles j'ai pensé. Euh, j'ai- J'utilise surtout moi les deux premières. La troisième, je l'ai mise dans un souci d'exhaustivité, mais je l'évoquerai, mais je ne rentrerai pas forcément dans le détail. La première méthode que l'on peut utiliser, donc, c'est la segmentation des données, c'est-à-dire faire une étude par différentes catégories en fait, de population, que ce soit par âge ou par situation géographique ou par situation socio-économique. Donc là, on voit que les différents types de données dont on va avoir besoin, elle est potentiellement assez large. On a eu aussi une analyse comparative possible qui va être plutôt d'étudier dans le temps, voir en fait permettre de faire des tendances de comparaison avec des normes nationales ou internationales même, pour pouvoir se situer un petit peu, de voir comment évolue tel ou tel indicateur dans le temps. Et la dernière approche, qui est une approche plus prédictive et qui est peut-être la plus complexe à appréhender, pour identifier les populations à risque, là, elle nécessite vraiment des connaissances statistiques un petit peu poussées, avec une construction de modèles prédictifs basés sur des données vraiment très précises et des facteurs identifiés, avec des méthodes de régression logistique vraiment statistiques assez poussées, ou des arbres de décision ou forêts aléatoires. Voilà, c'est vraiment assez poussé comme analyse. Ça, pour être honnête, je l'utilise vraiment pas du tout dans mon activité de tous les jours. Je vous ai mis un exemple juste après de méthode, enfin d'analyse. Et ce que j'ai pas dit, pardon. Ce que j'ai pas dit, c'est que ces différentes méthodes, en fait, elles sont pas exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut faire une analyse comparative sur un
en segmentant les données par âge, par région, ou faire une approche prédictive tout en analysant sur une période donnée. Enfin voilà, c'est des choses des méthodes qu'on peut mélanger en fonction de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Ici, nous, l'exemple, par exemple, l'exemple qu'on a souhaité vous présenter, c'était de pouvoir identifier des communes ayant besoin d'actions de prévention contre la mort inopinée du nourrisson. Donc, en fait, le département des Yvelines, il est composé de 259 communes, de villes, et on a souhaité, à travers ces 259 communes, connaître les communes qui ont eu plus de 1000 naissances sur la période donnée, donc qui est la dernière période de référence pour laquelle on a des données, et qui ont un taux de mortalité infantile supérieur à 4 pour 1000. Pourquoi 4 pour 1000? Parce que c'est le taux moyen en France de mortalité. Donc, à travers cette analyse-là, on a pu identifier une dizaine de communes sur lesquelles on a identifié donc, un taux de mortalité infantile qui est supérieur à la moyenne nationale et sur lesquelles potentiellement la direction santé du département des Yvelines pourrait être amenée à faire des actions complémentaires sur cette thématique de prévention contre la mort inopinée du nourrisson. Alors, pourquoi j'en ai mis en couleur? C'est tout simplement parce que sur les villes qui sont en couleur, ce sont des villes où on a en présence des centres de protection maternelle et infantile, où on accueille voilà, le public des enfants de moins de 6 ans et des femmes enceintes. Je continue. Les différents outils d'analyse. Alors, plusieurs possibilités. Moi, ce que j'utilise au quotidien, vraiment tous les jours, c'est le tableur. Là, il y en a, moi j'ai mis Excel, mais il en existe d'autres, hein, mais c'est celui que moi je connais le mieux. Il existe également des logiciels spécialisés type SPSS, pardon, développés par IBM, ou encore même des langages de programmation spécifiques au pilotage de l'activité, tels que le langage R ou Python, qui ont des interfaces vraiment très spécifiques. Là, j'ai mis un exemple d'interface à côté sur le pilotage de la donnée. Ou encore des systèmes d'information dédiés purs à la santé publique. Mais comme moi, je vous l'ai dit, moi, c'est vraiment sur un tableur Excel que j'utilise le plus. L'idée, c'est d'avoir un outil en fait, qui vous facilite la tâche à travers des calculs automatiques ou des représentations graphiques qui se font de manière automatique. Toujours pas de questions, je continue. Non, non, on t'écoute. D'accord. Par contre, juste les logiciels dont tu fais référence, ce sont des Ouais. logiciels qui sont payants, Thomas, ou on les trouve Oui, facilement sur... non, alors Excel, bah, c'est Oui, un abonnement à Microsoft, hein, oui. 365. Les logiciels, le SPSS, je crois qu'il est payant, mais par contre, tout ce qui est Python et R, ça, c'est faut avoir des notions de programmation. Pour Je pouvoir s'en pense que saisir. voilà, D'accord. pour pouvoir s'en saisir. Ok. Et les systèmes d'information dédiés, bah, ça, là, ça va dépendre un petit peu de, comment dire, des ressources qu'on a à disposition dans chaque pays. En fait, je sais que nous, en France, on a pas mal de plateformes nationales qui permettent d'extraire des données de santé. Je pense à Carto Santé. Là, c'est vraiment où on peut avoir des données d'accès aux soins sur la densité médicale, une densité de sages-femmes sur un secteur donné. Donc, c'est vraiment des systèmes d'information qui sont dédiés et collectés au niveau national. Donc après, avec des extractions possibles sur un tableur du type Excel. Mhm. Voilà. Euh, je passe à la troisième partie. Alors, sur le tableau de bord en lui-même, euh, plusieurs principes de conception. Euh, il faut que ce tableau de bord il soit accessible, c'est-à-dire que il faut déjà réfléchir un petit peu ce qu'on a dit en amont, de quelle manière je souhaite représenter mon tableau de bord et de quelle manière est-ce que les personnes vont s'en saisir le plus et vont être le plus simple, vont de manière la plus simple possible interpréter facilement la donnée.
en fait, en fonction de la donnée, en fonction de la méthode que vous aurez utilisée, la représentation que vous allez en faire, elle ne sera pas forcément la même. Pareil, je donne l'exemple, par exemple, d'une méthode comparative sur une tendance de naissance, tout simplement. Je veux connaître le nombre de naissances depuis 5 ans, parce que je veux savoir si mes ressources sur ce secteur sont toujours ajustées au nombre de naissances. Bah là, on va plutôt utiliser une représentation en courbe, voire en bâton, pour pouvoir analyser assez visuellement en 3 secondes l'évolution du nombre de naissances sur les dernières années. Le deuxième principe, c'est qu'il faut que votre tableau il soit pertinent, c'est-à-dire que vous n'allez pas multiplier les indicateurs pour multiplier les indicateurs. Il faut vraiment se concentrer sur les indicateurs clés qui vont permettre de répondre à la problématique sur laquelle vous êtes positionné quand vous avez commencé à concevoir votre tableau de bord. L'idée, c'est de faciliter la prise de décision sur ce tableau de bord ou aussi de manière à communiquer auprès des équipes les différentes études ou analyses que vous aurez pu produire. Et le dernier principe que j'ai noté, c'est l'actualisation. Alors, j'ai mis en données en temps réel, ça c'est dans le monde idéal, mais clairement, si vous arrivez déjà à un niveau mensuel, c'est déjà très bien. Alors, ça va vraiment dépendre du type de données que vous souhaiterez mettre en place. C'est-à-dire que en fonction de la donnée que vous aurez choisie, vous n'en aurez pas forcément besoin dans la même fréquence à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a des données que vous allez à nous, au département des Yvelines, il y a des données qu'on va produire mensuellement, des données qu'on va produire trimestriellement et d'autres dont on ne va avoir besoin que de manière annuelle. Donc voilà, ça se définit un petit peu dans la cartographie que je vous ai montrée au début. C'est de définir à quel rythme je vais devoir collecter cette donnée, parce que ça va avoir un impact notamment sur les outils de recueil et derrière sur la façon aussi de construire votre tableau de bord. Je vous ai mis un exemple de tableau de bord. Alors, c'est une extraction d'une partie d'un tableau de bord. Si on a le temps, après, je montrerai l'outil vraiment dans son intégralité. L'idée ici, c'était d'avoir un outil qui permettant de caractériser la population d'un territoire. Donc, à travers différents indicateurs populationnels, des indicateurs vraiment aussi d'accès aux soins, on a construit cette fiche territoire sur un périmètre donné. Là, en termes de granulométrie, pardon, on a fait des regroupements de communes. Ce sont un petit peu des regroupements administratifs qu'on appelle intercommunalités et qui permettent d'avoir, comme ça, d'agréger un certain nombre d'indicateurs sur un secteur donné. On a en bleu donc la communauté urbaine de GPSO et en rose pour les mêmes indicateurs, mais au niveau départemental yvelinois. Donc l'idée, c'était sur cette partie-là d'estimer à la fois l'offre de santé médico-sociale, mais également des indicateurs populationnels sur le nombre de patients qui n'ont pas de médecin traitant. C'est-à-dire les médecins traitants, la notion de médecin traitant en France, c'est vraiment le médecin qui va coordonner en premier recours le soin des patients et qui va les orienter vers des spécialistes. Donc, on a mesuré en pourcentage la part que ça représentait sur la population, le nombre de patients sans médecin traitant. Ça nous permet en fait de mesurer quelle part de la population n'a pas un accès simple à un médecin de premier recours. Le nombre de structures sanitaires sur le territoire, le nombre de maisons de santé, de CMPP, c'est des centres médico-psychologiques, pédiatriques, les capacitaires en médecine, chirurgie obstétrique au niveau hospitalier, du capacitaire pareil sur la partie psychiatrie infanto-juvénile, et l'indicateur que j'ai évoqué tout à l'heure, l'accessibilité potentiellement localisée qui permet de mesurer l'accès aux soins. Donc en fait, cet indicateur, plus il est élevé, plus l'accès aux soins est dit facile. On a une particularité vraiment sur le département des Yvelines, même si c'est assez général en France, en tout cas la difficulté d'un accès
à une médecine de premier recours sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'on mesure cet accès aux soins. Et à droite, on a une représentation graphique par type de spécialité, donc les médecins généralistes libéraux, les pédiatres, les gynécologues et les sages-femmes, donc le nombre de professionnels de chacune de ces spécialités sur le territoire de la communauté urbaine, ce qui nous permet de mesurer, nous, à travers ces spécialités, où est-ce qu'il pourrait y avoir un besoin de renforcement, voilà, ou dans le cas d'intervention du département sur ces thématiques-là. Deuxième exemple de tableau de bord. Ici, l'idée, c'était de faire ressortir les vulnérabilités sur les femmes enceintes, notamment à travers la mesure dans le temps des grossesses mineures et également des nullipares plus âgés. L'idée vraiment, c'est d'identifier un petit peu les facteurs de risque ou de vulnérabilité des femmes enceintes dans leur prise en charge pour savoir où intervenir. Par exemple, là, on voit qu'il y a une légère augmentation de la prématurité au global sur le département des Yvelines, qui évolue au fil du temps, ou une augmentation du nombre de grossesses pour les mères qui ont 35 ans et plus. Pareil, on a essayé de mesurer les comportements à risque pendant la grossesse. Alors là, c'est tiré des patients qui ont consulté au sein de nos centres de PMI en 2022. Donc à travers des conduites à risque, à travers l'alcool, la consommation d'alcool, de tabac et de toxicomanie. Alors, le troisième point sur cette partie, je voulais parler des impacts des tableaux de bord. Il va avoir plusieurs rôles, ce tableau de bord. Ça va être un outil d'aide à la décision pour les gestionnaires. Alors, quand je dis des gestionnaires, ça va être à la fois les gestionnaires, mais les décideurs, vraiment les directeurs. Donc, les directeurs, ils vont définir des stratégies ou des feuilles de route à travers toutes ces analyses, toutes ces données qui auront pu être produite, d'où je reviens sur la qualité de la donnée, mais si la qualité de la donnée n'est pas au rendez-vous, ben, les décideurs ils vont prendre des décisions sur des données erronées et potentiellement qui seront contre-productives et ou complètement inadaptées par rapport aux besoins réels de la population. L'impact, ça va être aussi de détecter des écarts ou des zones de vulnérabilité. Là, je reparle un petit peu de l'exemple que j'ai donné sur le taux de mortalité infantile où bah voilà, nous, on voulait savoir effectivement quelle zone de vulnérabilité particulière était sur cette thématique dans le département des Yvelines. Et le troisième impact, je l'ai évoqué aussi, c'est la communication auprès des équipes. Parce qu'au final, qui produit la donnée, qui réalise l'activité, ce sont les équipes sur le terrain. Et il est indispensable de pouvoir leur faire un retour sur leur propre activité et de comment dire, non seulement de les sensibiliser, mais de les impliquer un petit peu voilà, dans la production de ces données, et puis de valoriser aussi le travail qu'elles réalisent au quotidien. Mais ça, c'est très, très important. Alors, c'est vrai que je peux prendre la parole et Ouais, faisant partie de cette équipe sur le terrain. Donc, c'est vrai que on voit l'importance, oui, il faut bien remplir les données. Et comme tu disais au début, bah, il faut mm, que tout le monde ait bien compris à quoi correspond telle colonne, qu'on ne se c'est trompe ça, pas. Et c'est d'où la communication en amont et de bien nous briefer. tout Et à fait. effectivement, et puis les aides à la décision. Tout à l'heure, si on reprend sur ta slide précédente par rapport aux addictions, Mm, on a vu effectivement par rapport au tabac, il y avait voilà enfin, c'est une des addictions principales. Et là, de ce fait, c'est vrai que sur le département, on va mettre en place tout un travail de prévention sur le tabac. Direct, là, voilà. pour nous former, nous, professionnels, et apporter des réponses sur le terrain à nos patientes et aux conjoints. Mais c'est important de nous faire les retours, c'est vrai, C'est vrai. pour nous motiver. Bah, exactement, exactement. Les écueils un petit peu à éviter quand on soit un tableau de bord, ça va être de mettre trop d'informations. En fait, c'est de rendre, mettre trop d'informations, ça va être contre-productif
par rapport à ce qu'on souhaite faire passer comme message dans le tableau de bord. On a toujours tendance à vouloir en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que notamment les décideurs puissent s'appuyer sur le maximum de données, mais au final, il faut vraiment avoir cet esprit de synthèse et de se focaliser sur les indicateurs clés et les plus importants. Il faut éviter d'avoir une absence d'objectifs clairs. C'est déjà ce que j'ai évoqué au début, c'est ce défi de dire, mais qu'est-ce qu'on veut montrer? Pourquoi je fais ce tableau de bord? Le troisième point, c'est d'avoir une conception qui soit complexe et ou confuse. C'est-à-dire que en fait, le tableau de bord il soit un peu illisible parce qu'il a mal été conçu, voilà, dans sa représentation ou dans son analyse, qu'il ne soit pas suffisamment clair pour les utilisateurs finaux. Et ça rejoint un petit peu le point d'après, c'est-à-dire qu'on va éviter de mettre des couleurs un petit peu, en tout cas différentes partout, pour éviter de perdre en lisibilité sur ces tableaux de bord. L'absence de mise à jour de données, ça je l'ai parlé, et d'ignorer les utilisateurs finaux, ça rejoint un petit peu, c'est un peu la synthèse de tous les points précédents, c'est-à-dire que ne jamais oublier qu'on fait un tableau de bord pour quelqu'un et pas pour soi-même, et qu'il faut qu'il soit clair et lisible et compréhensible et qu'il s'inscrive dans un objectif clair. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure? Pour le moment, non. Non. Donc, en conclusion, voilà, ces tableaux de bord, ce pilotage, il va jouer il a un rôle stratégique très très important dans tout ce qui est pilotage des activités de données. Ça, vraiment, ce pilotage, il va avoir un rôle prépondérant quand on souhaite développer des politiques publiques, quand on souhaite vraiment connaître la population pour laquelle on a mis en place une activité précise. Donc il faut qu'il soit, comme on vient de le dire, bien conçu pour un suivi efficace. Et là, j'ai mis quelques perspectives d'amélioration. Il ne faut jamais négliger l'investissement qu'on peut mettre dans les outils numériques intégrés. Parce qu'en fait, produire de la donnée, ça demande énormément de temps. On l'a vu, hein, quand on fait une cartographie, il va y avoir des sources très diverses, très variées. Et la donnée, l'idée, c'est quand on peut, de la centraliser au maximum et de réfléchir dès la conception de l'outil numérique à derrière un reporting qui soit clair et éclairé sur cette partie-là. En fait, quand vous développez un logiciel ou quand vous faites un déploiement de logiciel au sein de vos structures, c'est vraiment de ne pas occulter cette partie reporting qui, au final, prend pas forcément un aspect très important, mais qui va le devenir au fil du temps. Et une fois que l'outil sera déployé, il sera trop tard pour pouvoir développer des outils qui répondent aux attentes complètement des utilisateurs. La deuxième perspective, c'est de renforcer les compétences en analyse pour les professionnels. Ça, c'est important qu'ils puissent comprendre également tout ce qui est analyse de données et le traitement, comment sont traitées ces données, pour pouvoir remplir encore une fois de manière claire et homogène les données dans les systèmes d'information. Et enfin, c'est de pouvoir collaborer de manière interdisciplinaire pour enrichir les analyses. Parce qu'au final, la santé, ce n'est pas, elle ne fonctionne pas en vase clos, elle est interdépendante de beaucoup de critères autres, notamment le social et l'éducatif. Je prends l'exemple, encore une fois, sur le département des Yvelines, où le département intervient dans les écoles maternelles auprès des enfants de moyenne section. Et pour un petit peu faire un suivi, un dépistage sur le développement des enfants de 3 à 4 ans, de 3 et 4 ans. Parce que si ce dépistage n'est pas fait et qu'on loupe des choses, et ben ça va avoir un impact non seulement sur l'apprentissage des enfants,
mais aussi sur leurs relations sociales et autres. Enfin voilà, il est vraiment, tout est interconnecté. Donc il est très important de ne pas uniquement raisonner en vase clos santé pure et pathologie sans prendre en compte derrière tous les facteurs qui peuvent influer sur la santé. Et voilà, je ne sais pas quelle heure il est, si j'ai tenu le timing ou si Mm. j'ai été trop vite. Ah non, c'est parfait. Et on a une question, Madame Basse, je crois. En tout cas, merci Thomas. Ouais. De rien. Je ne sais pas si Madame Ouais, Basse. Mariam. Ouais, mais le micro est coupé. Oui, Oui. excusez-moi, le micro a été coupé. Merci beaucoup, monsieur J'espère. Oui. Alors moi, j'avais une question sur les perspectives d'amélioration. Oui. Est-ce qu'il y a des cours en ligne ou bien des ressources que vous recommandez pour renforcer les compétences en analyse de données et Bah, notamment pour les équipes non spécialisées? alors des ressources comme ça, moi, alors c'est pas tant sur l'analyse, mais si en fait vous pouvez, une ressource qui est très disponible, c'est YouTube. Clairement, moi sur YouTube, encore aujourd'hui, je peux, quand j'ai besoin d'être éclairé sur l'usage d'une fonctionnalité de tableur ou vraiment sur des choses assez techniques, moi je vais l'utiliser comme ressource. J'imagine que ça doit Mhm, aussi être utile dans le cadre de méthodes d'analyse statistique, mais j'aurais pas de site comme ça, en tout cas institutionnel, mhm. à vous proposer comme ça. Mais ça D'accord. peut faire l'objet d'une recherche plus Oui. derrière de notre On pourrait côté, de transmettre noter le derrière. Ouais. point et de vous retransmettre Mm. a posteriori les ressources dont je dispose. D'accord. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Oui, docteur Kokou de l'hôpital Orosugi. Oui, Donc, je vous remercie pour cette brillante présentation. merci. Voilà, parce que l'essentiel a été dit, hein, et vous avez surtout soulevé l'importance du reporting, c'est-à-dire d'avoir un bon process de collecte de données, parce que tout va Oui, se jouer. Parce que si nous avons collecté des données qui sont fausses, c'est-à-dire le match est plié. Donc, toutes les décisions seront prises sur des analyses qui sont erronées. tout à fait. Donc, c'est encore le moment de rappeler à tout un chacun de bien collecter les données, d'éviter la répétition, d'où la centralisation des données, parce que ça part très vite. Lorsque ce n'est pas centralisé, on peut reporter deux fois les mêmes données. Mm. Et voilà, on pourrait avoir beaucoup d'erreurs dans l'analyse. Bon, nous, vraiment, au niveau de l'hôpital Urosugi, surtout au niveau de la clinique diabète, Mhm. nous avons opté pour des outils simples hein, avec Excel qui nous permet déjà d'avoir, c'est notre outil de collecte de données. D'accord. Ça Et marche très bien Excel. Moi, j'adore Excel. C'est mon outil quotidien aussi. donc, ça nous aujourd'hui de pouvoir numériser les données de nos patients, d'avoir même des courbes par patient, de pouvoir voir de manière instantanée l'évolution au cours de... Donc, c'est vrai que nous avons commencé en 2023. Donc, aujourd'hui, ça nous permet de faire rapidement un recul, voir l'évolution du patient depuis 2023, d'avoir des courbes, de voir un peu son traitement. Et voilà. Ensuite, nous avons fait une bascule vers Access Mhm. qui nous permet d'avoir une vision plus globale de la chose à faire avec une base plus Oui, grande. d'accord. Euh, Voilà. Maintenant, le traitement des données, quand même, on a choisi Sphinx. Oui, On le fait avec ce qui nous permet de rapidement aller à l'essentiel, de pouvoir croiser un peu les données. Donc, c'est un peu comme ça qu'on se déroule actuellement. d'accord. Pour Madame qui a demandé où apprendre, oui, elle peut se rapprocher de nous. Hein. Je ne sais pas dans quelle structure elle est.
Alors, Moi, je ne suis pas dans une structure sanitaire, mais je suis plutôt dans la communication digitale. Ok, d'accord, 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 je vois. Bon, après, si vous voulez, hein, on peut vous laisser quand même un contact que vous prenez et vous pouvez vous rapprocher de moi. Si vous êtes intéressé, on peut trouver un D'accord. créneau et puis vous mettre le pied à l'étrier, hein. Enfin, si vous souhaitez. Donc, je vais mettre mon numéro de téléphone. D'accord. Euh, je vais le répéter 2 fois. La première fois, c'est le 77 Mhm. 388 D'accord. 14 Mhm. 45. C'est Une noté. deuxième fois, c'est 77 388 14 45. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Coco. Donc, je remercie l'équipe hein, pour ce qui a été présenté. Nous merci vous pour votre Et transmettrons le écoute. document support, hein. Oui, oui, et je pense que vous avez partagé avec moi, hein. oui, c'est à vous que j'ai envoyé, effectivement, tout à fait, en amont de la présentation. Voilà. Ce que je peux demander, c'est est-ce qu'on peut partager ce document avec les autres collègues? Tout à Bien fait. sûr. Conflit d'intérêt. Oui. Quel conflit d'intérêt? Enfin, On je m'a me dis demandé que s'il n'y avait pas de conflit d'intérêt, mais Ah, non. pas du tout. ça vous appartient, donc je ne sais pas si on peut le publier comme on veut. Non, non, Je c'est parle, bon. je Vous pouvez parle le de droit. partager entre collègues, il n'y a y a pas de problème. Voilà, merci, merci bien. Merci à vous, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon, c'était Non, juste c'est une bon? interview. D'accord. Mhm. Merci, Monsieur Coucou. Et Ah, Il y a une autre question, oui. oui. Vous avez la parole. Oui, bonsoir. En fait, c'est pas une question en soi. D'abord, je m'associe aux félicitations et aux remerciements à l'endroit de M. Thomas Merci. pour sa brillante présentation. Je me présente, je m'appelle Fallou Anne, je suis responsable des ressources humaines au niveau du centre hospitalier régional de Ourossogui. Docteur Kokou, c'est mon collègue à moi, on se connaît bien. Voilà, je le salue de passage. Donc, c'est juste pour apporter une petite suggestion par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure sur le logiciel Sphinx. Je pense qu'il est très méconnu du grand public et pourtant il est plus performant et plus efficace que même Excel. D'accord. Moi, personnellement, c'est un logiciel que je viens de découvrir et pour le travail de collecte de données, bon, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour le moment, d'après mon expérience personnelle. D'accord. Mais le seul souci, c'est qu'il est un peu complexe d'utilisation. Donc, Excel est plus facile d'utilisation, mais pour les collectes de données, les statistiques, pour faire des tableaux croisés dynamiques et tout ça, c'est le meilleur. Donc, D'accord. si vous pouvez vous familiariser avec ce logiciel, Et franchement, c'est un ça peut logiciel vous aider. qui est libre de droit ou Ouais, c'est c'est oui, téléchargeable sur YouTube, sur Google. sur Google? D'accord. Ouais, c'est gratuit en plus. D'accord. Très bien. Sphinx, Sphinx. D'accord. Merci pour Et l'information. c'est très efficace. C'était juste par rapport à ça. Nous vous remercions encore une fois pour la présentation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Eh ben, je pense que nous allons pouvoir clôturer notre temps. Merci encore, Thomas. Merci. Nous vous Merci. envoyons, a posteriori, donc, les documents, et peut-être les sources, de sites pouvant former, en complément de, Une dernière question, Ah, Khadija? peut-être, dernière, je ne sais pas. Le micro? Oui, bonjour à tous. C'est Bonjour. Khadija. Oui. Merci Thomas pour la présentation. Merci. C'était juste pour intervenir à propos. Je suis des collègues de Dr Coco qui vient de prendre la parole et Fallou. C'est vrai que la présentation a été riche et j'ai eu à apprendre beaucoup de choses, mais je voulais seulement solliciter auprès de Dr Coco. C'est vrai que c'est lui
chef de la diabétologie au niveau du CRO. Mais concernant la collecte des données, c'est vrai, comme il vient de dire, nous, comme je suis actuellement la surveillante de service de la maternité, c'est à l'ancienne qu'on collecte les données et il y a certaines qui ne maîtrisent pas parfois les outils technologiques. On collecte avec les documents durs. Ouais. Peut-être on va voir en interne comment ça va se passer. Peut-être impliquer aussi les autres surveillants des services parce qu'ici, on n'a pas de dossier de malade comme vous. C'est parfois difficile de collecter les données avec les registres ou bien avec les documents durs. L'hôpital Ouais. avait envisagé de passer au dossier de malade. Ce n'est pas encore effectif, mais on a parfois des difficultés à collecter des données. Peut-être en interne, on va voir comment voir. On va faire des améliorations pour pouvoir collecter plus de données qui seront aussi fiables que possible. Merci. D'accord. Merci. En tout cas, que ce soit sur l'informatique ou sur papier, de toute façon, l'idée, c'est vraiment d'uniformiser cette collecte, que chacun ait la même idée, la même notion sur chaque indicateur, sur chaque donnée dont on a besoin. Après, effectivement, c'est toujours compliqué quand on n'a pas accès forcément à l'outil informatique, mais il y a toujours une période de transition qui est un petit peu complexe à ce moment-là, quoi. Mais effectivement, en tout cas, voilà. Merci. Merci. Non, il n'y a pas Bon, bah, d'autres ouais. Bon. il n'y a pas d'autres questions. Merci à Merci tous. encore, Merci. Fatima, et merci, oui, à tous ceux qui